Seabiscuit, Seattle Slew, Northern Dancer. Les Américains sont friands des courses de chevaux. C'est le sport le plus regardé aux États-Unis, juste après le baseball. Les gens ne font pas que regarder les courses. Chaque année, ce sont 14 milliards de dollars qui sont joués dans les courses de chevaux en Amérique. Il y a plusieurs années, les paris se faisaient directement à l'hippodrome. On se rendait à un guichet, on faisait son pari, on prenait son billet et on attendait les résultats. Si votre cheval gagnait, vous retourniez simplement au guichet pour encaisser votre gain. À l'ère de l'informatique, le frisson du pari n'est plus qu'à un clic de souris. Qu'ils parient à la maison ou sur place, tous les joueurs veulent la garantie d'un système honnête. Les paris sont donc minutieusement réglementés et il est pratiquement impossible de fausser une course. On observe attentivement les jockeys pour détecter tout signe de collusion. On teste les chevaux pour déceler des substances qui améliorent la performance. Et quiconque est pris à tricher est banni à vie. Dans le monde des courses de pur sang, des millions de dollars sont en jeu. La Coupe Breeder est avec la Triple Couronne l'une des courses les plus importantes en Amérique. Les meilleurs chevaux et les meilleurs entraîneurs y prennent part. On mise beaucoup d'argent à la Coupe Breeder, un peu comme au US Open de golf ou encore à la Série mondiale. C'est un grand jour. Prenant la chance de rafler des millions, des gens de partout dans le monde misent leurs économies. Des mises totalisant des millions déferlent des quatre coins du pays. Le jour de la Coupe Breeder 2002, un joueur défie le hasard et rafle à lui seul tous les millions du gros lot du Pick Six. Les chances d'accomplir cet exploit étaient extrêmement faibles. Normalement, personne n'aurait pu gagner ce lot. En fait, personne n'avait jamais réussi à choisir 5 courses gagnantes sur 6. Lorsque ça s'est produit, le billet gagnant valait 3 millions de dollars. Mais personne ne savait encore que ce gain était tout sauf chanceux. C'était plutôt le résultat d'un plan élaboré par un grand criminel, l'affaire d'une fraction de seconde. Avec un gain de 3 millions de dollars, c'était de loin le plus grand scandale de paris illégal du dernier siècle. Les policiers et les spécialistes des courses n'avaient jamais rien vu de tel. Ça a été un vrai choc pour le système de course aux États-Unis. Chris Harn, un génie du crime, a trouvé comment convertir des probabilités de 1 million contre 1 en 3 millions de dollars assurés. Mais comment a-t-il fait? Le 24 octobre 2002, Chris Harn secoue fortement l'univers des courses de chevaux lorsqu'il fausse les paris à la Coupe Breeder et remporte le gros lot de 3 millions de dollars. Armé d'un diplôme en programmation informatique, Chris Harn est engagé par Autotoot Systems à Newark, dans le Delaware. Autotoot est l'entreprise qui s'occupe du système informatique par lequel transitent des milliards de dollars de paris. Harn grimpe rapidement les échelons et devient ce qu'on appelle un super utilisateur. Chris Harn était programmeur senior. Avec seulement 5 ou 6 autres employés, il avait accès à des fonctions de programmation avancées. L'un des membres de Autotoot m'a dit « Ce qu'un bon programmeur peut faire relève parfois de l'art. » Et Chris Harn était un virtuose de nos systèmes. Ancré dans la routine de 9 à 5, Harn découvre un fichier contenant des centaines de milliers de dollars de lots jamais réclamés. Harn imagine rapidement une manière d'accéder à ces lots. Pour ne pas être retracé, il travaille tard le soir à la création d'un programme qu'il appelle ZDE et s'en sert pour repérer tous les billets gagnants de moins de 1500 dollars. Il sait que des sommes plus importantes risquent d'attirer l'attention de l'IRS. Il crée des duplicata des billets avec des codes à barres et des numéros de série. Chez Autotoot, ils utilisent parfois un billet d'essai pour vérifier le fonctionnement des machines. Les billets d'essai ressemblent aux billets authentiques, mais n'ont pas d'identification spécifique. Harn trafique donc le système pour copier les numéros de série des billets gagnants sur les billets d'essai. Il finit par avoir en main une liasse de billets valant des milliers de dollars. Mais encore faut-il les encaisser.
L'obstacle majeur à l'encaissement des billets d'essai, c'était d'aller dans un hippodrome. L'industrie des courses de chevaux est un petit univers, tout le monde se connaît, et Harn n'avait pas le droit de parier. De toute façon, on l'aurait reconnu parce qu'il s'est rendu dans presque tous les hippodromes où il avait fait du soutien informatique. Harn doit faire appel à une personne de confiance pour aller encaisser les billets. Il se tourne vers un ancien camarade d'université au chômage, Glenn Da Silva, membre de sa confrérie. Harn le convainc d'être son complice pour faire de l'argent sans effort. Harn remet une pile de billets à Da Silva, qui doit simplement se rendre dans un hippodrome et échanger les billets dans un guichet Stam entièrement automatisé. Mais ce type de guichet ne donne pas l'argent directement. Il émet un coupon qu'il faut ensuite aller échanger auprès d'un caissier. Il a donc inséré les billets dans le guichet, qui les a reconnus comme gagnants grâce au code à barre, et a émis un coupon montant du gain. Da Silva a encaissé le tout. Et voilà. On croit que Harn et Da Silva ont empoché environ 80 000 $. Même si l'arnaque est payante, Harn est conscient des risques. Si les détenteurs des vrais billets s'étaient plaints de ne pas pouvoir encaisser leurs gains, quelqu'un quelque part aurait demandé une enquête. Harn cherche alors une fraude plus lucrative, qu'il réalisera une seule fois avant de décamper. Il choisit le plus grand événement hippique, la Coupe Breeder. La Coupe Breeder est la pièce maîtresse de la saison d'automne. Les meilleurs chevaux y sont réunis. Chaque automne, des milliers de personnes s'agglutinent au guichet pour parier sur les meilleurs pur sang du pays. La Coupe Breeder attire un public considérable à l'hippodrome, sans compter tous les téléspectateurs. C'est l'une des journées où on parie le plus. Harn a choisi de s'attaquer au Pick Six. Pour rafler le gros lot du Pick Six à la Coupe Breeder, un joueur doit sélectionner le cheval gagnant de chacune des 6 courses. Il peut raisonnablement espérer un magot dans les 6 chiffres. Le défi de Harn consiste à trouver une façon de gagner les 6 courses. Harn connaissait le système Autotut à fond et avait eu le temps d'en apprendre long sur l'industrie des paris et surtout sur ses failles. Il les avait bien étudiées. Harn détecte un défaut dans le système Autotut. Le jour J, les paris passent par des concentrateurs informatiques de paris à distance, disséminés aux 4 coins du pays. Ce qu'il découvre, c'est que Autotut retient les paris des 4 premières courses sur 6 pour éviter de surcharger le système informatique. Après la 4e course, tous les billets qui sont toujours en lice sont envoyés au siège social d'Autotut. Mais Harn remarque qu'il y a un délai de 30 minutes avant l'envoi de ces billets. C'est précisément l'ouverture qu'il cherchait. Il doit maintenant trouver le moyen de revenir en arrière pour modifier ses 4 premiers paris. Si quelqu'un modifie les données avant la fin de la course déterminante, sans que personne ne s'en aperçoive, il pourra peut-être réussir à changer ses paris et remporter le gros lot. Mais Harn doit d'abord trouver un endroit où engager son pari pour que personne ne puisse remonter jusqu'à lui. En analysant les divers comptoirs de paris hors course, il en découvre un dans le nord de l'État de New York qui permet de miser sans avoir à se présenter en personne pour ouvrir un compte. C'est pourquoi il a choisi ce comptoir pour engager son pari. La plupart des concentrateurs de paris à distance disposent d'un fichier qui archive les transactions et il aurait laissé des traces. Mais le comptoir de Catskill n'a pas ce type de fichier. Il était déjà allé à Catskill et il savait que la technologie était dépassée. C'était un endroit assez glauque. L'autre aspect qui distinguait le comptoir de Catskill, c'est qu'il traitait un volume relativement peu élevé de paris. Moins il y aurait de paris enregistrés dans le système, plus Harn pourrait localiser le sien rapidement et le modifier.
Pour s'assurer de ne pas être retracé, il ouvre le compte au nom de son ancien confrère Glenn De Silva. Hearn est prêt à faire un essai. Ils se sont en quelque sorte échauffés avec un Pick 4 qui fonctionne comme le Pick 6, mais qui compte seulement 4 courses. À leurs premiers essais, Hearn et Da Silva empochent plus de 100 000 $. Avec la Coupe Breeder qui arrive à grands pas, Hearn apporte des changements de dernière minute à sa stratégie. Pour ne pas éveiller les soupçons, il fait appel à un autre confrère d'université, Derek Davis. Ce dernier ouvre un compte de paris à distance à Catskill en suivant les directives du maître. Hearn est prêt à acheter ses billets de Pick 6. Il a utilisé son téléphone portable pour engager son pari et faire les premières transactions. Son plan est en marche. Il choisit un cheval gagnant pour chacune des 4 premières courses, puis mise sur tous les chevaux pour les 2 dernières. Le jour de la Coupe Breeder arrive enfin. Pendant que les pur sang paradent fébrilement devant la foule massée à l'hippodrome d'Arlington en Illinois, Chris Hearn s'introduit dans les bureaux d'Auto-Toot au Delaware, à des milliers de kilomètres de là. Dès le départ des premiers chevaux, Hearn entre dans la course. Comme tout bon pirate informatique, Chris Hearn voulait entrer dans le système, manipuler les données pour commettre son crime, puis effacer toute trace. Toutes les transactions effectuées dans le système TOT sont enregistrées sur des bandes de sauvegarde. Il savait que ça pourrait éventuellement être problématique si le pari semblait suspect et que quelqu'un s'y arrêtait. Hearn a donc créé un programme pour éjecter la bande de sauvegarde qui se trouvait à des centaines de kilomètres à Catskill. Il s'est introduit dans le système et a arrêté l'enregistrement à distance. Dès la fin de la 4e course, Hearn entre dans le système et tâche de retrouver son pari initial. Pour identifier le pari dans le système, Chris Hearn a utilisé un logiciel qui fonctionne un peu comme un renifleur. Les pirates utilisent ces logiciels pour saisir des données en transit sur un réseau informatique. C'est comparable à l'écoute téléphonique. Dans une course contre la montre, Hearn repère son pari et le modifie en fonction des chevaux gagnants. Puis il appelle au comptoir de Catskill. Il dit au technicien qu'il a accidentellement éjecté la bande de sauvegarde en faisant un entretien de routine et lui demande de la remettre en marche. Il ne lui reste plus qu'à gagner les 2 dernières courses. Hearn a commis son crime après la 4e course, pour pouvoir entrer les noms des gagnants des 4 premières courses. Pour la 5e et la 6e, il a simplement sélectionné tous les chevaux, s'assurant ainsi la victoire. Peu importe ce qui arrive maintenant, Hearn raflera le gros lot. Le seul problème, c'est que son gain s'avère trop important. Chris Hearn est l'unique gagnant du gros lot de 3 millions de dollars de la Coupe Breeder. Mais lorsque, contre toute attente, le coureur Valpony remporte la victoire à 43 contre 1, Hearn sait qu'il aura des ennuis. Lorsque Valpony remporte la course, le pari de Hearn est déjà enregistré. Il ne peut plus le retirer. Même s'il a gagné 3,1 millions de dollars, ce qui fera de lui un homme riche, il est conscient que ça va attirer l'attention. Faute d'agir rapidement, son gain de 3 millions de dollars risque de se transformer en impasse. Presque immédiatement après la course, une fois le détenteur du billet gagnant connu, les connaisseurs ont émis certaines réserves à cause du type de pari dont il s'agissait. Si le favori avait gagné la dernière course au lieu de Valpony, plusieurs personnes auraient pu détenir un billet gagnant. Le gros lot aurait été réparti entre eux et ça aurait été une journée de Pick 6 comme les autres. Sachant qu'un pari sur un cheval médiocre éveillera les soupçons, Hearn rencontre son complice Derek Davis pour établir un plan d'attaque. Chris et Derek savaient que dans leur situation, la seule échappatoire était d'insister sur la validité de leur pari. Ils se présentent comme des gagnants de plein droit, se connectent
et tentent d'obtenir leur dû. L'hippodrome d'Arlington a communiqué avec la Société des paris hippiques de New York pour lui demander une enquête avant de remettre les 3 millions de dollars. Hearn, qui sait que la meilleure défense est une attaque en règle, enjoint Derek Davis de parler à la presse. Il s'est adressé aux médias pour demander « Pourquoi mon pari est suspect? Prouvez que j'ai fait quelque chose de mal. Montrez-moi que c'était une fraude. » Il s'est donc retrouvé dans les journaux pour demander qu'on prouve que son pari n'était pas valide. Soupçonnant une fraude interne, Autotoot interroge tous ses employés. Hearn, qui n'arrive pas à justifier sa présence au bureau pendant la Coupe Breeder, est renvoyé sur le champ. En fin de compte, c'est le fait que Hearn se soit trouvé au bureau alors qu'il n'avait rien à y faire qui a attiré l'attention des enquêteurs. Ça a vraiment fait progresser l'enquête à pas de géant. Le nom de Derek Davis avait été médiatisé et Autotoot nous a informé qu'elle donnerait une conférence de presse et révélerait le nom de Chris Hearn. En enquêtant sur le passé de Derek Davis, le FBI découvre qu'il a fréquenté l'université Drexel et appartenu à la fraternité Tau Kappa Epsilon. Les agents demandent une liste de tous les membres à partir du début des années 90. Un nom leur saute aux yeux, Chris Hearn. Malgré le lien entre les membres de la fraternité, les autorités n'arrivent pas à déterminer comment la fraude a été orchestrée. Chris Hearn avait arrêté les bandes de vérification et bloqué l'enregistrement automatique. Il était convaincu que le système ne garderait aucune trace de ses opérations à part les données du billet gagnant. On avait tout de même un indice du côté d'un technicien qui travaillait le jour de la Coupe Breeder. Il a déclaré qu'un programmeur informatique du nom de Chris Hearn avait touché au système ce jour-là. On a pris l'équipement du système Autotoot où les paris étaient traités. On a saisi les ordinateurs du siège social d'Autotoot où travaillait Chris Hearn et on a saisi les ordinateurs à son domicile. On voulait, d'un point de vue technique, découvrir les empreintes digitales sur le matériel avant que les autres enquêteurs résolvent le crime, en menant des interrogatoires ou en suivant le cours normal d'une enquête policière. Les policiers ont également saisi le registre des appels téléphoniques de Hearn. Avec sa présence inexpliquée dans les bureaux d'Autotoot le jour fatidique et ses appels à Derek Davis, les preuves s'accumulent et Hearn commence à s'agiter. Il engage un avocat. Je me suis rendu compte que les preuves circonstancielles étaient écrasantes, surtout pour Chris. J'en suis venu à la conclusion que dans son cas, la meilleure solution était de coopérer avec les autorités. Il devait expliquer ce qu'il avait fait pour atténuer les sanctions qui s'abattraient forcément sur lui. Profitant d'une ouverture de la part des procureurs, Chris Hearn passe aux aveux. Il avoue non seulement avoir modifié les paris à la Coupe Breeder, mais il raconte également l'arnaque des billets non réclamés, dont personne n'était au courant. Chris a parlé des lots non réclamés presque immédiatement. D'après la loi fédérale, si un défendeur coopère avec le gouvernement, il est dans l'obligation de reconnaître tout acte criminel qu'il a pu commettre dans le passé. Le plus étonnant, c'est que durant l'interrogatoire, Chris Hearn a demandé s'il pouvait récupérer son ordinateur qui avait été saisi. Je me souviens, on s'est tous regardés en se demandant ce qu'il pourrait bien en faire. Il a dit « J'en ai besoin pour commencer à préparer mon CV ». Et on a tous pensé « Mais qu'est-ce que tu vas faire d'un CV? Tu t'en vas en prison. » Les policiers ont arrêté les complices de Hearn, Glenn Da Silva et Derek Davis. Tous les trois ont plaidé coupables à des accusations fédérales de fraude. Parce que Hearn avait eu la bonne idée de coopérer, sa sentence a été plus légère, soit 1 an et 1 jour dans un pénitencier fédéral, alors que Derek Davis et Glenn Da Silva ont reçu une peine de 2 ans. Ce qui rend ces crimes si intéressants, c'est qu'il n'y a aucune confrontation physique entre le criminel et la victime. On peut commettre son forfait bien assis dans son salon ou encore dans son bureau.
Des gens qui normalement ne se seraient pas mouillés dans de telles activités deviennent des criminels simplement parce que l'occasion se présente. Le cerveau derrière cette opération est sans conteste Chris Harn. Il avait les compétences, mais aussi les moyens pour accomplir son forfait. Vous savez, on dit qu'on escalade le mont Everest parce qu'il est là. Il y a un peu de ça dans ce qu'il a fait. C'est simplement un homme brillant qui se croyait plus fort que le système. Il a oublié que même s'il pouvait maîtriser son ordinateur, il n'était pas maître des chevaux. Ironiquement, c'est la victoire d'un piètre coureur qui a fini par le perdre. Élucider des crimes en apparence insolubles. Découvrez de nouvelles méthodes d'enquête. Suivez l'évolution des sciences légistes avec Nouveau Détective dans un instant.